Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour m'écouter. Donc je vous propose une présentation traitant du rapport entre roi hellénistique et armée, donc un sujet qui est en rapport étroit avec mon travail, mon mémoire, puisque je travaille sur les armées hellénistiques, et plus particulièrement sur la place des ethnicités dans ces dernières. Alors j'ai intitulé cette présentation « Le roi hellénistique et ses armées, satisfaire ses ambitions et acquérir du prestige dans un monde de guerre continuelle ». Puisqu'à la période hellénistique, le phénomène guerrier est quasiment permanent, et se trouve être l'un des fondements de cette civilisation du fait de sa fonction économique essentielle, qui est rappelée d'ailleurs dans l'excellent manuel de Claire Préau, Le monde hellénistique, qui m'a beaucoup servi pour cette présentation, et dont je vous conseille la lecture si vous voulez vous familiariser avec la période. C'est un manuel thématique plus que chronologique, mais il est très intéressant pour savoir les tenants et les aboutissants de la période hellénistique. Et également, vous trouvez aussi sur YouTube des vidéos pour contextualiser la période hellénistique, notamment une vidéo sur l'histoire lagide, une vidéo sur l'histoire séleucide qu'on n'a pas encore postée, mais que je referai sans doute et que je posterai sur YouTube. Et enfin, une vidéo sur l'histoire de... Je crois qu'il y a la vidéo sur l'histoire de la Perse aussi, mais j'en parle un peu, enfin voilà. Donc je vais vous détailler un petit peu l'arrière-plan quand même. Là je me suis fait plaisir, j'ai fait une petite capture d'écran issue d'un jeu vidéo que vous connaissez sans doute, un jeu vidéo de simulation de bataille, c'est Total War Rome 2. Bon, on est quand même sur une représentation assez fidèle, je trouve, dans Total War Rome 2. Là vous voyez la phalange de gréco-macédoniens avec les fameux boucliers des soldats, ce bouclier rond qu'on appelle l'aspis, et où on voit gravé dessus le soleil macédonien, le soleil des Argéades, qui est le symbole de la dynastie d'Alexandre en fait. Bon, on voit dans le fond des éléphants aussi, qui étaient... bon, là c'est la bataille de Raphia qui est représentée, il y avait des éléphants à la bataille de Raphia, là je crois que c'est le camp de Ptolémée. Et on voit aussi, ce qui est intéressant et ce qui est particulièrement bien représenté, c'est les guerriers galates, que vous voyez juste devant les éléphants, qui sont reconnaissables grâce à leur bouclier allongé, qu'on appelle le turéos, et le turéos, c'est, à l'époque, le synonyme du barbare, quoi. C'est vraiment, si on veut représenter un barbare, on le représente avec son turéos. C'est un symbole qui est compris vraiment de tout le monde antique. Ce bouclier allongé à la forme très particulière. Aussi, les tenues sont plutôt bien respectées, vous voyez l'habillement des soldats galates, on voit les braies, les saillons, certains combattent torse nu, d'autres combattent aussi dans la nudité totale, mais bon, là le jeu n'a pas représenté la nudité forcément pour des raisons évidentes. Bon, j'en ai terminé avec l'arrière-plan, je vais maintenant débuter la présentation, et vous dire que l'ambition des rois et la soif de conquête et de butin, la quête de prestige, sont autant de moteurs qui poussent les rois à se faire la guerre, comme nous le rappelle Plutarque dans sa vie de Pyrrhos au chapitre 12. Donc je vous le lis, des hommes, il parle ici donc des rois hellénistiques, dont la mer, la montagne, le désert n'arrêtent pas l'avidité, et dont les limites qui séparent l'Europe de l'Asie ne bornent pas les ambitions, donc là on peut deviner ici la référence assez claire à Alexandre, on ne voit pas comment, s'ils sont voisins et si leur état se touche, ils se tiendraient tranquilles sans se causer de tort mutuel, mais ils ne cessent de se faire la guerre, parce qu'en eux, le complot et l'envie sont des choses innées. Alors en fait, plus qu'une question d'ambition personnelle, la guerre est vitale pour le souverain hellénistique. Elle est au fondement de sa légitimité, en plus de lui apporter des richesses colossales grâce au pillage. Un bon roi hellénistique est donc un roi guerrier et courageux qui sait guider ses troupes à la victoire. La question du rapport entre les armées et le roi ne peut donc être déliée de la question de la guerre, et c'est pour cela que j'ai découpé ma présentation en deux parties. Donc l'une est consacrée à la guerre, particulièrement juste à la question de la guerre, et elle doit répondre à la question de pourquoi la guerre est-elle si importante pour le souverain hellénistique. Et l'autre est consacrée aux armées du roi, devant expliquer comment ces derniers faisaient usage de leur armée dans le but d'être victorieux. Donc commençons sur cette question de la guerre, le fondement de la légitimité du roi, à moins que vous voulez peut-être que je laisse le diaporama un peu plus longtemps, enfin c'est pour le lire ou... Je pense qu'on peut passer la slide. Bon. On va commencer alors sur cette question de la guerre. Et dans cette manière de faire la guerre, il apparaît un modèle universel pour tout souverain hellénistique, c'est bien évidemment Alexandre le Grand. Alors il faut imiter, prouver sa filiation aux conquérants de la Perse,
pour avoir un gage de prestige pour le roi. Dès lors que ceux-ci vont s'éloigner de ce modèle, leur réputation s'en voit entachée. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Philippe V de Macédoine, qui selon Polybe, a toujours été soucieux de montrer sa parenté avec Alexandre et Philippe, donc Philippe II, et pourtant il n'a pas pris la peine de les imiter. Il en résulta qu'à mesure qu'il avançait en âge, que sa conduite différait de la leur, sa réputation générale fut aussi amenée à changer, bon, et pas pour le bien on s'en doute. Bon, les principales vertus et qualités d'Alexandre que le souverain doit imiter sont bien sûr d'ordre militaire. Et la première de celles-ci est bien sûr le courage. Le souverain doit être présent et visible sur le champ de bataille, afin de donner du courage à ses hommes, à l'instar d'Alexandre, qui prend des risques démesurément grands en se trouvant souvent en plein milieu de la bataille. Alors vous voyez, même sur l'image d'arrière-plan de cette diapositive, la mosaïque d'Alexandre, où l'on voit le roi macédonien foncer sans casque sur Darius, qui est un peu plus loin dans la mosaïque, il est sur la droite, qu'il est représenté bien protégé sur son char quant à ce roi des Perses. Bien. Alors cette témérité d'Alexandre lui valut parfois même d'être blessé à plusieurs reprises dans les batailles. Bah, ça c'est... Vous trouvez des récits des blessures d'Alexandre dans Arien, je les ai pas mises sur le diapo parce que c'est inutile, mais cette prise de risque, bien sûr, permet de stimuler ses hommes. Et d'ailleurs, à l'antithèse de ce comportement courageux, c'est la fuite qui apparaît comme extrêmement déshonorante, comme le montre l'inscription du décret de Raphia, qui est proclamé, c'est une espèce de gigantesque stèle, avec des images dessus, mais un grand texte qui est proclamé en l'honneur de Ptolémée IV après sa victoire sur Antiochos III à Raphia en 217. Alors je vais vous la lire. Il, donc Ptolémée IV, triompha de lui d'une façon grande et noble, il obligea Antiochos à abandonner son diadème et sa coiffure royale. Antiochos s'enfuit avec son escorte, et ceux qui restaient auprès de lui, étant peu nombreux, donc il s'enfuit d'une façon lamentable et triste après sa défaite. Tout ce qu'il laissa derrière lui fut enlevé comme butin. Donc le décret de Raphia sous-entend clairement qu'après une telle fuite, Antiochos III n'est absolument plus digne de porter le diadéma royal. D'ailleurs on le voit, je vous ai mis un buste d'Antiochos III qui est en train de porter le diadème, c'est cette espèce de petite couronne que vous voyez au-dessus de sa tête. Ça c'est le symbole de la royauté gréco-macédonienne. Et d'ailleurs même Alexandre portait le diadéma, et Philippe II, son père, le portait également. Bien, donc à ces vertus de courage, il faut également ajouter que le roi hellénistique, tout comme Alexandre, était un roi conquérant, comme nous le montre cet extrait de Diodore de Sicile, qui nous raconte comment Alexandre, au lieu d'accepter l'avantageux traité de paix que lui propose Darius, préfère conquérir tout son territoire pour la gloire. Et de la même manière, ces ambitions, ce caractère ambitieux, on le retrouve chez le diadoque Antigone de Borgne, qui ambitionne de réunir à son profit l'ancien empire d'Alexandre, et aussi Séleucos, qui après avoir pris l'Asie mineure à Lysimaque en 281, a évidemment la même idée en tête lorsqu'il franchit l'Hellespont. Il faut savoir que réunir les possessions d'Alexandre dans un même empire, c'est vraiment l'ambition de la plupart, c'est même le rêve, de la plupart des rois hellénistiques, bon, sauf les Ptolémées qui se comportent un peu à part en Égypte, mais pour les Séleucides, pour même certains rois macédoniens, macédoniens, ça reste un rêve, inaccessible, mais un rêve tout de même. Parce que la guerre, surtout quand elle est victorieuse, elle est créatrice de rois. Et là, vous voyez à l'écran une monnaie frappée à Salamine de Chypre, qui est le lieu où Démétrios Poliorcète, le fils d'Antigone de Borne, infligea à Ptolémée d'Égypte une cinglante défaite sur les mers en 306. Et cela permit même à son père de se ceindre du diadème et de se proclamer roi. Alors, je vais vous la commenter un peu, cette monnaie, elle est intéressante. On peut voir sur la monnaie une victoire ailée sur un navire de guerre, une Niké, qui fait écho à cette bataille, elle est sur la proue. Et surtout l'inscription Démétriou Basileos, le roi Démétrios, au revers, qui montre que c'est cette victoire qui a pu donner à Démétrios et à son père la légitimité de s'emparer du titre royal. D'ailleurs, là c'est un Poséidon qui est représenté, un dieu de la mer, avec son trident. Voilà, preuve que cette victoire est placée sous le signe des dieux. Donc là, c'est une légitimité divine
que s'accordent en fait Antigone et Démétrios quand ils se parent hein, du titre royal. D'ailleurs, ils vont se parer du titre royal et les autres diadoques vont faire pareil. C'est la fameuse proclamation des rois de 305-306 qui vraiment démantèle l'empire d'Alexandre définitivement. Alors de la même manière, Antigone Gonatas, qui est fils de Démétrios, put aussi se couronner de roi de Macédoine lorsqu'il défie les redoutables guerriers celtes en 277. C'est les guerriers qui avaient, il y a cela 2 ans, envahi et ravagé la Macédoine et surtout le nord de la Grèce, enfin la Thessalie. Ils s'étaient arrêtés à Delphes, où ils n'avaient pas pris le sanctuaire parce qu'une coalition d'Étoniens les avait tout simplement stoppés net. Et donc en 277, Antigone Gonatas va les vaincre à Lysimacheia, et il put ainsi se présenter en véritable sauveur, en sautère en grec, et acquérir un prestige suffisant pour régner en Macédoine. Alors un dernier exemple est aussi celui d'Attale Ier, qui put lui aussi, à l'occasion d'une victoire contre les Galates, se parer du titre de roi de Pergame vers 237. Il prend lui aussi l'épithète de sautère pour capitaliser sur son succès, qui eut un grand écho du fait de la politique artistique et architecturale des souverains attalides, qui firent consacrer de nombreuses statues de Galates vaincus. D'ailleurs, on les retrouve, ces statues, sur le grand hôtel de Pergame, qui est à l'Altes Museum de Berlin. Si vous n'y êtes jamais allé, faites-y un tour si vous allez dans la capitale allemande. C'est vraiment somptueux. D'ailleurs, il n'y a pas que le grand hôtel de Pergame, il y a même la porte d'Ishtar, la fameuse porte babylonienne reconstituée. Enfin, c'est un musée qui est vraiment très joli. Je vous le conseille si vous passez dans la capitale allemande. Bien. Alors vous le voyez, plus que la guerre en elle-même, c'est la victoire qui fonde la légitimité du roi, qui a tout intérêt à la rechercher, même s'il s'agit d'un pari risqué, comme nous avons pu le voir dans le cas d'Antiochos III à Raphia, qui s'est fait battre. Ça arrive. Alors pour reprendre l'expression de Claire Préau, la victoire est le principal des signes qui prouvent la nature royale du souverain. Et j'ajouterais que cette nature est quasiment mystique, puisque le roi est quasiment un surhomme. Ce dernier est donc d'abord et surtout un guerrier vainqueur. Alors on peut ici relever l'exemple de Polybe qui nous raconte comment l'Anabase d'Antiochos III a apporté la preuve à tout le monde qu'il était digne de porter le titre de roi. C'est la victoire qui va révéler donc sa nature royale et qui est surtout une marque de protection divine. Alors pour vous donner un exemple, toujours le même, Antigone Gonatas attribue sa victoire sur les Galates à Lysimacheia en 277 au dieu Pan, qui serait apparu pendant la bataille. Alors, ça c'est visible sur le monnayage notamment des Antigonides, mais surtout le monnayage d'Antigone II. On voit plusieurs monnaies frappées à l'effigie du dieu Pan, qui serait apparu en épiphanie, comme ça arrive très souvent dans les batailles hellénistiques. On fait très souvent référence aux épiphanies, ces dieux qui descendent de l'Olympe pour apporter la victoire à un roi, preuve que le roi victorieux est sous protection divine. Mais il ne suffit pas pour le roi de vaincre, il faut aussi qu'il fasse connaître sa victoire. Et nous avons vu donc la politique architecturale et artistique d'un Attale Ier qui souhaite capitaliser sur sa victoire contre les Galates, mais on peut aussi relever la foule d'épithètes royales qui rappellent la victoire. Alors une épithète, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est en gros une sorte de surnom que le roi s'attribue. Par exemple, pour vous donner un exemple plus récent, je sais pas moi, on peut trouver des épithètes aussi chez les rois de France. Par exemple, Louis VI le Gros, le Gros c'est en quelque sorte une sorte d'épithète, même si c'est pas très mélioratif pour le roi. À l'époque hellénistique, c'est quand même des épithètes un peu plus glorieuses. Donc là, pour en citer quelques-unes qui rappellent la victoire, Séleucos Ier est dit Nicator, qui signifie littéralement le vainqueur. Séleucos II est lui, quant à lui, dit Kallinikos, ce qui veut littéralement dire celui qui obtient de belles victoires, ce qui est assez étonnant, parce que Séleucos II va enchaîner les défaites sous son règne. L'Empire séleucide va se morceler, il entre en guerre contre son frère, Antiochos Irax, il va perdre des territoires, les Parthes vont se soulever, les Pergaméniens aussi. Enfin, son règne est un désastre, mais pourtant, il adopte l'épithète de Kallinikos. On retrouve aussi des Nicéphores, qui veut aussi dire vainqueur, notamment chez certains rois gréco-bactriens, comme un certain Antimaque II que j'ai relevé. Et on peut aussi relever tous les sautères, beaucoup trop nombreux pour les citer. Enfin, c'est l'armée surtout qui doit reconnaître la victoire du roi, puisque forcément elle y a collaboré.
Et d'ailleurs, bien souvent, c'est même l'armée qui va proclamer son chef roi à la suite d'une victoire, en imitant la vieille tradition de l'investiture du souverain par l'Assemblée des Macédoniens en armes. C'est d'ailleurs, pour l'histoire, Philippe II avait été élu par l'Assemblée des Gréco-Macédoniens en armes. Enfin, par des Gréco-Macédoniens, juste des Macédoniens à son époque. Bref, il avait été élu... la royauté argéade était une royauté élective. Donc pour récapituler tout le contenu de cette partie sur la guerre, et sur l'importance même de la guerre pour le roi hellénistique, on peut prendre le récit de Plutarque qui détaille la vie de Pyrrhos, donc le roi d'Épire, le même qui fit la guerre aux Romains. Donc je vais quand même vous donner un peu de contexte, parce que je suis en train de vous balancer des noms de rois à la figure, je pense que vous n'êtes pas super familier, il y a des conférences YouTube pour ça, mais je vais vous donner un peu de contexte autour de Pyrrhos. Bon, c'est un roi d'Épire depuis 297, et il va surtout se lancer dans une politique d'expansion de son royaume. Alors il va très rapidement entrer en conflit avec le roi de Macédoine fraîchement installé sur le trône, c'est Démétrios Poliorcète, qui après Ipsos s'était installé en Macédoine, je vais pas vous refaire l'histoire. Bon, Démétrios, il se trouve dans une position assez délicate, puisqu'il est entouré de voisins très puissants, dont Lysimaque en Thrace, Pyrrhus en Épire, on peut dire Pyrrhus, Pyrrhus c'est le nom latin de Pyrrhos. Il y a également les Étoliens qui menacent Démétrios, parce que sous son règne, ils vont commencer à former une confédération qui va prendre de l'ampleur en Étolie. Bref, il est entouré de voisins puissants, et aussi, surtout, il est mal accepté de la population, parce que tout simplement, c'est un nouveau venu sur le trône. Donc Pyrrhos va en profiter, et il va surtout envahir le territoire de Démétrios en 290, et il va s'illustrer par sa bravoure en vainquant Pantokos, un général de Démétrios, en combat singulier, et il va même fuir devant lui. Alors Plutarque nous dit que ce conflit n'a pas rempli de colère les Macédoniens, qui en voyant les exploits et les valeurs guerrières de Pyrrhos, ont plutôt été amenés à le comparer à Alexandre, avec lequel il partage beaucoup de points communs, ce qui rejoint le propos de ma première sous-partie, où je parlais de l'imitation des souverains hellénistiques d'Alexandre. Donc voilà, Pyrrhos va être comparé à Alexandre. Et après cette victoire, Pyrrhos va retourner en campagne contre Démétrios, et il va remporter une série de victoires en 288. Et donc, à la vue de tels succès et des qualités de stratège de Pyrrhos Ier, l'armée de Démétrios stationnée dans un camp non loin se met à rejoindre Pyrrhos, et à fraterniser avec ses armées, comme nous le raconte Plutarque. Démétrios va alors s'enfuir de Macédoine, ce qui est d'ailleurs très mal vu, comme je le disais à propos d'Antiochos III. L'armée va proclamer Pyrrhos roi de Macédoine, selon l'usage ancien que j'abordais tout à l'heure. Bon, quant à Démétrios, je vous ai déjà raconté cette histoire dans ma conférence sur les Antigonides. C'est celle-là qu'il faut que vous regardiez aussi pour avoir un peu de contexte. Bon, Démétrios, il va s'enfuir, il va tenter une petite expédition militaire dans l'Empire séleucide, mais ça va pas aller très loin. Bon, Séleucos, il va être magnanime, va l'emprisonner, mais dans une prison dorée, il va terminer ses jours en exil, mais très très bien loti, ne vous en faites pas pour lui. Bon. Donc avec cette question des armées qui vont rejoindre Pyrrhos, on touche là au cœur du problème des armées hellénistiques, qui est celui de la loyauté des troupes. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ma deuxième partie « Les armées du roi », un outil difficile d'utilisation. Et bien évidemment, cet outil devait servir à vaincre. Alors en premier lieu, il faut préciser quel est le rôle du souverain dans la bataille et quel impact a-t-il sur ses armées. Bon, je vais vous détailler aussi un peu l'arrière-plan, qui est aussi très intéressant. En gros, c'est une image d'illustration que j'ai tirée d'un ouvrage de Nicolas Secunda, Les armées de Pyrrhus d'Épire, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, il a été publié chez Osprey. Si vous voulez des illustrations sur les armées de cette période, ou même des illustrations sur toutes les armées en général, il y a des illustrations qui touchent la Seconde Guerre mondiale, les armées médiévales, les armées modernes, dirigez-vous vers Osprey, c'est une très bonne collection, c'est l'université d'Oxford qui l'a fait, et vous trouverez des très bonnes illustrations, très sérieuses, aussi des images de trouvailles archéologiques et tout, c'est très intéressant. Bon, là, en l'occurrence, c'est une illustration de la garde royale de Pyrrhos. On voit un peu comment ils sont habillés, on voit leur armement, une espèce de grande lance, la sarisse, et leurs chevaux, voilà. Bon.
les rois devaient impérativement être présents sur le champ de bataille. Et c'est encore mieux s'ils combattent en personne. Parce qu'il est valorisant pour le souverain de partager avec ses troupes les rudesses de la vie militaire. Alors citons ici des exemples de Philippe V, qui pendant la guerre des Alliés, donc entre 220 et 217, va faire des marches nocturnes pour dresser son camp, ou encore l'exemple d'Antiochos III, qui dans sa lutte contre le roi parthe Arsas II, est contraint de traverser un désert inhospitalier avec ses troupes. Bon, en plus c'est difficile, parce que, bon, forcément il manque d'eau, mais en plus Arsas II va faire condamner les puits avant l'expédition d'Antiochos, il va voler l'eau, enfin c'est très compliqué pour lui, mais il réussit quand même à arriver devant la ville d'Hécatompyle, qui est le centre de la partie, de cette satrapie qu'on appelle la partie, c'est même la capitale, enfin c'est même plus une satrapie à cette époque, c'est un royaume qui a été conquis par les souverains parthes, par la dynastie des Arsacides. Mais aussi là je vous renvoie à ma conférence, bon, il y aura beaucoup de pubs, mais bon, je vous renvoie à ma conférence sur la Perse, puisque j'en parle beaucoup des Parthes dans cette conférence, et bon c'est tout à fait intéressant, donc si vous avez le temps, posez-vous 2 secondes et écoutez ça, ça dure 2 heures. Pour vous endormir, c'est très bien. Alors, le roi vainqueur est aussi un stratège, et il fait souvent reconnaître les lieux, soit par des éclaireurs, soit lui-même, comme c'est le cas pour Antigone d'Aussone, qui est roi de Macédoine, et c'est d'ailleurs cette exploration du terrain qui lui a permis de remporter la bataille de Sélasie sur Sparte en 222. Alors d'ailleurs cette bataille va mettre fin à toutes les tentatives futures d'hégémonie sur le Péloponnèse de la cité de Sparte, parce que Sparte avait essayé, sous le règne de Cléomène III et d'Arius, d'avoir l'hégémonie sur le Péloponnèse, mais ça avait malheureusement loupé. Et bon, maintenant avec la bataille de Sélasie, c'est encore pire, la situation de Sparte ne va pas aller en s'améliorant. Alors les rois sont aussi présents avec leur armée lorsqu'ils assiègent des cités. Bon là c'est inutile de donner des exemples, tant ils sont vraiment nombreux. À chaque cité, à chaque siège de cité majeure, le roi est présent. On peut citer le plus grand siège de l'époque hellénistique, enfin d'un peu avant, c'est quand même le siège de Tyr par Alexandre le Grand, qui va finir par raser la ville. Voilà pour les sièges. Même lors des batailles navales d'ailleurs, les souverains peuvent être présents, comme en 201, où Attal Ier et Philippe V vont s'affronter, alors respectivement à bord de leur vaisseau amiral, selon Polybe. Alors la raison pour laquelle la présence du roi est obligatoire dans la bataille est bien évidemment d'ordre tactique. Il faut motiver les troupes. Ainsi, avant chaque bataille, le roi va haranguer ses unités, alors c'est le cas d'Antiochos III et de Ptolémée IV, qui tous deux vont encourager leurs soldats selon Polybe avant de combattre à Raphia. Et c'est aussi pour exalter le moral de leurs troupes que le chef se doit d'être reconnaissable pendant le combat. Puisque l'apparition du roi, généralement tout de pourpre vêtu, coiffé d'un sublime casque, bien tape à l'œil comme il faut, frappe de terreur les ennemis et surtout booste le moral des troupes alliées puisqu'ils voient leur roi passer dans les rangs, ce qui n'est pas rien. Alors là, je vais encore prendre l'exemple de la bataille de Raphia, qui est sans doute la mieux documentée de la période hellénistique. Enfin, il y a le plus de sources possibles. Enfin, avec peut-être la bataille de Magnésie du Sipile aussi. C'est une des batailles qui est la bataille de Pydna aussi, qui est la plus documentée de l'Antiquité, de la période hellénistique. Pardon. Alors, donc je vais vous lire le texte. Ptolémée IV, se montrant à la vue des deux armées, semait la terreur dans le cœur des ennemis, mais inspirait un grand esprit et un grand enthousiasme à ses propres hommes. Mais cependant, cette pratique de tout le temps être reconnaissable sur le champ de bataille, vous vous en doutez, elle est risquée, et c'est bien pour cela que les rois étaient quand même bien entourés, notamment par une garde royale. Bon, on a vu un exemple de la garde royale de Pyrrhos. Bon, pour les rois lagides, Ptolémée IV par exemple avait 3000 hommes qui formaient sa garde à Raphia. Bon, ces gardes étaient souvent des personnes de haut rang dans l'administration ptolémaïque. Il s'agissait, en fait, c'est ce qu'on appelle les somatophylax et les archi-somatophylax, qui sont encore un peu plus hauts, qui sont en fait les gardes royaux, tout simplement. Alors à l'inverse, ceux qui ne prenaient pas part au combat étaient vus comme des pleutres, même efféminés. C'est le cas de Ptolémée V Épiphane, qui selon Polybe n'avait toujours pas pris part à aucune expédition militaire à l'âge de 25 ans, ce qui est quand même un peu vieux maintenant. Enfin, il n'a toujours pas été sur le terrain. Et toujours selon Polybe aussi, la timidité et la faiblesse physique sont des qualités incompatibles avec la royauté.
Et c'est ce que l'on peut voir dans le portrait assez peu flatteur que fait l'historien mégalopolitain de Prusias II, roi de Bithynie au IIe siècle. Alors il décrit par Polybe, vous voyez le texte, comme lâche, efféminé, faible, timide, et par conséquent il peut mener aucune guerre. Alors le courage, la force physique et mentale et la virilité sont donc des qualités essentielles et nécessaires pour conduire et mener des effectifs qui deviennent de plus en plus grands à l'époque hellénistique. On en revient donc sur cette question du charisme du souverain, utilisé pour créer un attachement avec ses troupes. Alors pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur du nombre de soldats que les rois devaient mener, je vais vous donner quelques chiffres. À Paraïtaken, en 317, Antigone le Borgne va aligner 28 000 fantassins, 8 500 cavaliers et 65 éléphants contre Eumène de Cardie, qui a à peu près le même nombre d'hommes. 16 ans plus tard, ce même Antigone affronte une coalition de Diadoques, qui réunit notamment Lysimaque et Séleucos, dans ce qui est sans doute la plus grande bataille de l'histoire hellénistique, puisqu'en 301, à Ipsos, tenez-vous bien, Antigone va aligner 70 000 fantassins, 10 000 cavaliers et 75 éléphants. Mieux encore, Séleucos Ier va ramener des éléphants d'Inde qu'il avait reçus du roi indien Chandragupta. Il va ramener 400 éléphants, enfin rendez-vous compte, je pense qu'on est sur la plus grande bataille d'éléphants de l'histoire à Ipsos, 475 éléphants sur un petit terrain, sur une grande plaine même, déjà de 1 ça devait faire du bruit, et de 2, c'est la plus grande bataille d'éléphants, en tout cas à la période hellénistique, de l'histoire je ne sais pas, probablement, mais ça je peux pas vous dire. Donc en comptant les troupes adverses, c'est pas moins de 150 000 hommes qui s'affrontèrent ce jour-là à Ipsos. Bon, pour l'anecdote, Antigone le Borgne, il a traversé toute la période des Diadoques, il a fait la guerre contre Eumène de Cardie, il l'a pourchassé jusqu'à Gabienne, il a voyagé dans tout l'ancien empire d'Alexandre, il a aussi combattu Ptolémée Ier, il a envoyé son fils à Gaza, et là il se retrouve donc à Ipsos contre la coalition de Diadoques, et rendez-vous compte, la personne a quand même 81 ans, et il continue à commander les troupes à Ipsos, c'est prodigieux, 81 ans, c'est une longévité extraordinaire pour l'époque, et il devait être encore très très lucide, puisqu'il a combattu vaillamment, et d'ailleurs il en trouva la mort à la bataille d'Ipsos, à 81 ans du coup, sur le champ de bataille, il périt face à ses ennemis, Antigone le Borgne. Alors, d'autant plus que sur le champ de bataille, le roi commande à des troupes qui sont très souvent constituées de non-hellénophones. Et là, on touche directement à mon sujet de mémoire, je vais un peu vous expliquer certaines choses que je peux, sur lesquelles je travaille, sur lesquelles j'ai même la chance de travailler, parce que c'est très très intéressant. En fait, la composition ethnique des troupes à cette époque est vraiment très très hétéroclite. Comme vous pouvez le voir sur cette carte de la bataille de Raphia, que j'ai moi-même réalisée, en fait, je me suis aidé de Polybe, qui nous dit, il nous fait une sorte de liste des peuples qui sont présents ce jour-là à Raphia, et donc j'ai cartographié ces peuples sur une carte, et donc là, pour vous commenter un peu la carte, l'Empire Séleucide est en vert, l'Agypte est en orange, et du côté égyptien, on trouve des éléphants libyens, premièrement, ils sont réputés plus petits que les éléphants indiens, et d'ailleurs à la bataille de Raphia, ça va jouer un tour à Ptolémée, puisqu'ils vont s'enfuir du terrain face aux éléphants indiens, qui vont les pourchasser. On trouve des Libyens, on trouve des Makimoi égyptiens, en fait, c'est des soldats égyptiens, mais je vais y revenir, vous inquiétez pas. On trouve des Grecs, des Thraces, il y a un recrutement massif dans la péninsule balkanique, des Crétois, des Galates. Alors les Galates, ce sont ces guerriers celtes qui sont passés en Asie mineure après l'expédition de 279. Quant à l'Empire Séleucide, pour le coup, là vous voyez aussi des Agrianiens, qui sont une sorte de peuple illyrien, des Lydiens, des Ciliciens, tous ces peuples d'Asie mineure, on trouve aussi des Grecs et des Thraces, des Crétois, des Caduciens, ça c'est un peuple caucasien. On retrouve, très intéressant aussi, tout cet agrégat de peuples perses, donc des archers perses, qui étaient réputés pour être de très bons archers, avec leur arc composite qu'ils avaient importé des Scythes, les Mèdes, qui sont des excellents cavaliers à cette époque,
des Carmaniens, des Scythiens, des Arabes. Alors pour les Arabes, Antiochos III en fait avait recruté sur place directement un dynaste local qui s'appelait Zabdibel, et qui lui apportait à peu près quelques bons milliers d'hommes. Bon, on se doute qu'il l'a sans doute financé grassement pour qu'il participe à la bataille. Bon, on trouve aussi des éléphants indiens, comme je le disais tout à l'heure, et des Dae. Ce sont en fait des peuples scythes, hein, tout simplement. Donc voilà pour cette carte à peu près. En gros, cette hétérogénéité des armées, elle s'explique très bien par le phénomène du mercenariat qui prend une très grande ampleur à la période hellénistique, puisque la plupart des grandes armées que réunissent les souverains sont composées en majorité de mercenaires. Bon, ça c'est pas nouveau, hein. Enfin, la plupart des ouvrages le disent. Voilà. Alors ce besoin de main-d'œuvre continuelle s'explique aussi, comme je le disais, par la nécessité d'être toujours victorieux, afin de justifier constamment sa légitimité à régner, et aussi comme à l'époque hellénistique, quasiment toutes les guerres se jouent en une seule bataille décisive, on saisit mieux le gigantisme des effectifs. Et oui, hein, la bataille de Raphia, elle va clôturer la 4e guerre de Syrie. Pareil, la 5e guerre de Syrie juste après, elle va être réglée à la bataille de Panion, qui se trouve non loin aussi de Raphia. Hein. D'ailleurs, cette fois, c'est Antiochos III qui va gagner contre Ptolémée V et qui va pouvoir s'emparer d'une bonne partie de l'Égypte. Non, je crois que c'est Antiochos IV à la bataille de Panion, mais à vérifier. Bon, aussi pour la bataille de Magnésie du Sipil, c'est Antiochos III qui va se faire battre par les Romains, hein, qui va clôturer donc cette guerre antiochique. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre comme exemple? La bataille de Cynocéphale, la bataille de Pydna qui clôture les guerres macédoniennes. Enfin, bon, la majorité des guerres se terminent sur une seule bataille décisive. Donc il faut vraiment que le roi ait des effectifs gigantesques pour tout simplement vaincre. C'est crucial. Et c'est pour cela qu'en plus des traditionnels clérouques gréco-macédoniens, les chefs font appel à des mercenaires, qu'ils recrutent, bon, la plupart du temps en envoyant des agents recruteurs, hein, qui s'appellent des xénologoi, qui vont sillonner l'espace méditerranéen en quête de main-d'œuvre militaire, et qui est souvent stationné dans des gigantesques marchés de mercenaires. Alors pour vous en citer quelques-uns, on a un marché très connu, hein, qui s'appelle le Cap Ténare, hein, à cet endroit-là, juste en dessous de Sparte. C'est le plus grand marché de l'époque. Hein. On a aussi le marché d'Éphèse en Asie mineure. Hein, enfin, on a beaucoup de marchés de mercenaires, donc dans lesquels les souverains vont recruter de la main-d'œuvre. Bon, en plus de cela, les rois hellénistiques peuvent aussi compter sur la population indigène qui peuple leur royaume. C'est particulièrement le cas pour les Séleucides, qui disposent de toute une file de peuples autochtones qu'ils mobilisent dans les batailles. Donc, comme vous voyez sur la carte, hein. Et c'est aussi le cas pour les Ptolémées qui ont utilisé la main-d'œuvre égyptienne, donc les fameux makimoi, avec beaucoup plus de parcimonie que leurs voisins asiatiques. Bon, les makimoi, on les trouve pas souvent, hein, faut dire, dans les sources de cette époque. On les trouve une fois, à la bataille de Gaza en 306, donc c'est Ptolémée Ier qui va affronter Démétrios, et on les trouve plus du tout, jusqu'en 217, à la bataille de Raphia, où d'ailleurs ces soldats furent employés en masse, hein, par Ptolémée IV, puisqu'ils furent près de 20 000 à livrer bataille, mais ce choix va avoir ses conséquences, et des conséquences particulièrement funestes pour le royaume ptolémaïque, car les makimoi ayant des soldes beaucoup moins élevés, et c'est flagrant, hein, que les soldats gréco-macédoniens, ils vont se révolter en Thébaïde quelques années plus tard. Mais bon, ça c'est une autre histoire, vous trouverez dans le récit de Polybe cette sécession de la Thébaïde, si vous êtes curieux. Donc on touche là aussi à un outil de fidélisation des troupes qui est majeur avec le butin, hein. C'est la solde qui, quand elle est bien versée, assure la loyauté des troupes. Alors la question de cette fidélisation des troupes au roi est donc l'objet de la dernière sous-partie de cette présentation qui sera un peu plus longue que les autres. Alors j'ai pu identifier 3 procédés de fidélisation, que sont la distribution de terres via le système des clérouquis, les pillages, et le butin, mais aussi la solde. Et on va commencer dans l'ordre par le système des clérouquis, qui, bien qu'il soit très bien connu et attesté en Égypte, n'est pas une nouveauté introduite par les Ptolémées. Eux-mêmes de Cardie avaient déjà eu l'idée, hein, de vendre à ses soldats les domaines qu'ils devaient conquérir, et nombreux sont aussi les diadoques, hein, qui ont distribué des terres aux mercenaires et soldats. D'ailleurs, hein, le système égyptien pharaonique, donc pré-ptolémaïque,
était aussi fondée sur une sorte de distribution de terres qui appartenait à la monarchie pharaonique, et donc les Maquimoy égyptiens avaient leurs terres et devaient un service militaire au pharaon. Et souvent la distribution de terres se fait aussi aux dépens des villes, des cités. Les soldats des chefs y sont souvent installés de gré ou de force et reçoivent la citoyenneté et même des tenures. Alors là, je peux vous donner un exemple, qui est celui d'Apollodore de Cassandreia, tyran de la cité donc de Cassandreia, dans la péninsule de la Palène en Chalcidique, c'est ces fameux... Enfin, j'ai pas de carte, voici j'ai une carte, la Chalcidique c'est là, et la péninsule de la Palène c'est celle-là. Ce Cassandreia, ce tyran, va faire installer ses soldats et va les enregistrer en tant que nouveaux citoyens selon le processus de la politographie. Donc la politographie, c'est en fait tout simplement une liste de nouveaux citoyens dans la cité. Alors en procédant de la sorte, le souverain s'épargne la quête sans cesse répétée de mercenaires, car le clérouque est mobilisable à tout instant, car sa tenure est assortie d'une obligation de service militaire. Et cela va assurer au roi une sorte d'armée permanente. Alors en Égypte, pour vous détailler un peu le cas donc, de l'Égypte, le soldat doté d'une tenure doit rester disponible à l'appel du roi. Il vit de son cléros. Le cléros, c'est le lot de terre, et souvent d'ailleurs en tant que rentier. Bon, à l'origine, le colon militaire reçoit son cléros du roi, mais ce dernier reste la propriété de la royauté ptolémaïque. Le clérouque n'en est que le bénéficiaire viager. Donc dans les faits, par contre, dès le IIe siècle, le cléros va tendre à devenir héréditaire et va se transmettre de père en fils. Et les Séleucides d'ailleurs aussi semblent avoir eu la même politique de colonisation militaire avec la création de grandes cités ex nihilo comme Doura Europos en Mésopotamie, mais aussi tout un réseau de villages et d'établissements militaires en Asie mineure. Alors c'est ce qu'on appelle les Katiokiai, qui sont en fait des villages, des établissements militaires, mais qui n'ont pas reçu le titre de cité. Et donc ça c'est très important. Alors un autre élément de fidélisation est aussi le butin obtenu pendant les campagnes militaires. Alors le pillage est en effet partie intégrante de la guerre, Polybe le justifie même à demi-mot et estime que cela fait partie des lois et du droit de la guerre. Mais il y a quand même des bornes à ne pas franchir. Bon, démolir les ports et les villes, ok, tuer les hommes, ok, piller les récoltes ennemies pour affamer son adversaire, bon, pas de problème, mais par contre on ne touche pas aux temples et aux statues qui sont sacrés, et ça c'est très très mal vu de s'attaquer à un temple à l'époque. On ne touche pas aux temples, et on peut faire ce qu'on veut, sauf les temples. Bon, alors comment est ensuite partagé le butin ? Le roi va prendre souvent une part privilégiée, donc souvent, selon l'usage, dit Philarque que cite Polybe, Cléomène III de Sparte reçoit le tiers du butin. Bon, on trouve à peu près la même chose dans les récits de l'Iliade. Le roi a quand même une part conséquente de butin. Le reste étant donné aux soldats et aussi en partie en offrande aux sanctuaires panhelléniques de Delphes, de Délos ou d'Olympie par exemple. Et aussi par exemple les Étoliens dédièrent au temple d'Apollon à Delphes les boucliers des Galates vaincus, les mêmes de l'expédition de 279 quand ils les avaient arrêtés à Delphes. Bon les Étoliens vont dédier les boucliers. Et d'ailleurs le bouclier c'est très souvent une offrande qui est récurrente dans les temples, on en trouve dans le temple de Dodone, c'est Pyrrhus qui a fait consacrer des boucliers galates, on en trouve aussi, comme je disais, dans le temple d'Apollon, et Pausanias va les décrire très souvent, ces boucliers. On retrouve beaucoup de descriptions d'offrandes à des temples dans son œuvre. Et enfin, dernier outil de fidélisation, c'est la solde, qui est la base du mercenariat, puisqu'en effet, le mercenaire est appelé mistophoros en grec, et le mistos, c'est la solde. Les mercenaires étaient souvent payés en avance lors de leur recrutement, puis payés régulièrement, les soldats étant, vous vous le doutez, les soldats attendaient dûment leur solde. Donc pour vous donner une idée des pressions des mercenaires pour le bon versement de la solde, on peut prendre l'exemple d'Antigone Gonatas, qui dans le but d'évincer l'éphémère Antipater II de Macédoine, avait recruté des guerriers gaulois. Et pour assurer à ces derniers qu'il tiendra bien parole et qu'il leur versera bien la solde, il leur a fourni des otages. Et la main-d'œuvre peut donc rapidement devenir très coûteuse pour le roi.
Alors, reprenons notre exemple d'Antigone, il avait été convenu entre les Gaulois et Gonatas le versement de 30 talents aux Gaulois. Mais les Gaulois, très avides de succès, voulaient qu'Antigone verse une solde aussi aux femmes et aux enfants, ils la mettent un peu à l'envers, qui les accompagnaient, ce qui portait ce total à 100 talents, ce qui est une somme absolument conséquente pour l'époque. Bon, pour le fin mot de l'histoire, Antigone Gonatas va s'en tirer, il va réussir à verser les 30 talents grâce à la ruse, et il va en plus sauver les otages. Donc voilà pour la fin de l'histoire. Alors de quelle nature est la solde ? On trouve premièrement le mistos, qui est versé en espèces sonnantes et trébuchantes pour le service des mercenaires, mais il faut rajouter aussi la cytométria, qui est une distribution d'huile et de céréales pour subvenir aux besoins du soldat. On a aussi des indemnités de toutes sortes, comme des vêtements, de la nourriture pour les montures, des chevals pour la remonte, etc., etc. Voilà, et on a donc cette situation où, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le métier des armes est convoité pour les richesses et les avantages qu'il procure. Le mercenariat attire donc des soldats de toutes les origines et de toutes les régions. Il est surutilisé par des rois en besoin constant de main-d'œuvre. Alors je vais quand même vous donner une idée du revenu d'un soldat de l'époque. L'hoplite va gagner à peu près 2 drachmes par jour en moyenne, et le cavalier 5 drachmes par jour. Bon, c'est normal parce qu'il doit entretenir sa monture, donc forcément ça coûte un peu plus cher. Là où, dites-vous, le minimum vital calculé à l'époque, ça j'ai tiré ces données de l'ouvrage de Marcel Launay, il est d'environ 130 drachmes par jour par personne. Donc voilà, donc dites-vous que l'hoplite qui gagne 2 drachmes par jour, s'il fait une centaine de jours, il va... généralement on fait souvent 10 mois, on ne fait pas l'hiver, on fait 10 mois de service. Donc dites-vous que 10 mois de service, je sais pas combien de jours ça fait, disons peut-être certainement 200 jours, ça fait 400 drachmes. Le minimum vital à 130 drachmes par jour par personne, il est largement dépassé, donc le soldat est vraiment quelqu'un de riche à cette époque. Et vous voyez donc à quel point la guerre peut s'avérer aussi coûteuse pour le roi hellénistique qui n'a pas toujours de quoi acheter la loyauté de ses soldats. Et il peut aussi arriver que par manque d'argent pour assurer le ravitaillement, l'armée souffre de la faim et de la maladie, alors tel fut le cas en 156-154, on ne sait pas trop, pour l'infanterie de Prusias II, alors en guerre contre Attal II. Mais le pire du pire qui puisse arriver est que les soldats se mutinent, fassent défection, voire même encore pire, passent à l'ennemi. Et là, les exemples de révoltes soldatesques liées à des manquements dans le versement de la solde ne sont que bien trop nombreuses. En 321, par exemple, des Macédoniens se révoltent contre Antipater parce que leur solde n'est pas payé. En 319, pour la même raison, 3000 Macédoniens font défection à Antigone tandis qu'ils hivernent en Cappadoce, et ils vont même piller la Lycaonie pour se venger, c'est une région en Asie mineure, ils vont la piller. Lysimaque de Thrace voit 2000 soldats otariates, c'est aussi un peuple illyrien, et 800 Lyciens et Pamphyliens passaient dans le camp de son ennemi Antigone parce qu'ils étaient las d'attendre leur solde. Et en récompense, Antigone les couvre de cadeaux, bien évidemment, pour les attirer dans son armée. Mais c'est particulièrement l'exemple d'Eumène de Cardie, qui est très révélateur et qui nous montre que la solde transcende les éventuels clivages et différences ethniques au sein de l'armée. Alors un peu de contexte quand même autour d'Eumène de Cardie, je vais faire comme pour la figure de Pyrrhos Ier. Alors, il était le chancelier d'Alexandre et lors de sa mort en 323, il est le seul grec d'origine, très important, le seul grec d'origine à recevoir une satrapie au partage de Babylone, en 323. Et en l'occurrence, la satrapie de Cappadoce en Asie mineure, c'est une sorte de cadeau empoisonné, parce que la Cappadoce était une région très turbulente, très difficile à gérer. Alors, parce qu'il a soutenu Perdiccas, Eumène, et parce qu'il est voisin d'Antigone, satrape de Grande Phrygie, il est très vite opposé à ce dernier. Il est méprisé des Macédoniens parce qu'il est grec, mais par contre, Eumène possède néanmoins un atout de taille. Il commande les Argyraspides. Ce sont des soldats d'élite au bouclier d'argent, et ce sont surtout les vétérans de la campagne d'Alexandre, donc des soldats très expérimentés, des troupes d'élite. Et malgré l'inimitié apparente entre le commandant grec et ses troupes d'élite macédoniennes, les Argyraspides restent loyaux à Eumène jusqu'à sa défaite finale à Gabienne en 316. Donc quand même 7 ans de loyauté à Eumène. Et je vais vous dire pourquoi, plusieurs raisons à cela. Alors selon Diodore,
Eumène a versé 6 mois de solde à ses argiraspides, ce qui représente une somme absolument conséquente. Et Eumène, encore mieux, a aussi eu l'intelligence de se servir de l'aura divine d'Alexandre pour sécuriser la loyauté des argiraspides. Alors là, je vais vous raconter un récit qui peut sembler anecdotique, mais qui ne l'est absolument pas. Donc Plutarque, Diodore et Paulien nous confirment qu'Eumène, alors qu'il se trouve en campagne en Cilicie, aurait aperçu Alexandre en rêve, en songe, et Alexandre lui aurait montré une tente royale de son campement dans laquelle se trouve un trône. Le conquérant lui assura que s'il tenait ses conseils dans cette tente, il prêtera son assistance à chaque projet qu'Eumène entreprendra. Ainsi, Eumène et ses argiraspides décidèrent de dresser la tente d'Alexandre dans laquelle se trouve un trône d'or vide sur lequel est censé être assis le roi de Macédoine. Donc là vous voyez, hein, ils vont tenir les réunions du conseil en sa présence, recevoir leurs ordres au nom du roi comme s'il était vivant, et à la tête de son propre royaume. Donc il y a vraiment quelque chose de mystique là-dedans. Hein. Et cette anecdote, elle est tout à fait intéressante en cela qu'elle nous montre l'ingéniosité d'Eumène, qui reprend la figure d'Alexandre pour son propre compte, afin de plaire à ses précieuses troupes d'élite. Alors j'ai un dernier document à vous présenter qui est sans doute le plus parlant de toute l'époque hellénistique à propos de la fragilité de la collaboration entre mercenaires et employeurs. Il s'agit de l'accord entre Eumène Ier de Pergame et ses mercenaires révoltés vers 260. En fait, le roi veut tout simplement se réconcilier avec ses soldats et les faire revenir dans son armée. Alors la première partie de l'accord débute par un contrat. Eumène détaille les avantages qu'obtiennent les mercenaires galates. Alors, ceux-ci sont principalement financiers, hein, puisqu'ils peuvent acheter le vin et le blé un peu moins cher que les autres citoyens pergaméniens. Ils obtiennent aussi une exonération fiscale, pardon. Il détaille aussi, et là très intéressant, la durée de service, soit 10 mois pendant l'année. Et donc ceux qui ont accompli leur temps de service recevront la même solde que lorsqu'ils combattaient. Et donc va suivre alors les serments échangés par les deux parties, toujours le serment devant les dieux. Les mercenaires vont jurer de servir Eumène avec dévouement et de ne pas comploter ou se révolter à nouveau. Et il est précisé de ne pas se révolter à nouveau tant qu'Eumène respectera les accords. Donc, pour vous montrer à quel point les mercenaires peuvent faire pression sur Eumène. Quant à lui, Eumène, bien évidemment, s'engage à respecter les accords. Donc voilà pour cet accord très intéressant. Je vais conclure très brièvement cette présentation. Donc on voit que le roi et la basileia, ça veut dire la royauté en grec, la basileia hellénistique, donc le roi, la royauté, les armées et les guerres sont en fait inséparables. Les uns sont toujours acharnés à défendre et à augmenter leurs gains et à justifier même en permanence leur légitimité en tentant d'acquérir le maximum de victoires possible, et les autres vont trouver un intérêt dans la richesse que peut offrir la vie militaire du fait des soldes, du butin et des avantages. Bon, alors moi, mon interprétation, c'est qu'on peut totalement y voir une sorte avec un gros anachronisme bien sûr, totalement une sorte de loi de l'offre et de la demande, où les deux, offre et demande, sont en fait permanents. Bon, alors, pour l'aspect bibliographique, on a Claire Préau, le manuel que je vous ai cité tout à l'heure, qui est thématique. On a celui d'Édouard Ville, qui est cette fois chronologique. Il est très intéressant, c'est un gros pavé, mais très intéressant et très très complet surtout pour comprendre l'histoire politique du monde hellénistique. Donc là, on est plus sur une approche politique, une succession des faits, avec beaucoup de notes de bas de page, il faut aimer. Bon, Luc Barré, j'ai mis un ouvrage de lui, mais c'est surtout le spécialiste des Gaulois, d'ailleurs même des Gaulois, pas que des Gaulois qui venaient du Danube, mais aussi des Gaulois de Gaule, qui vivaient sur le territoire donc de la France actuelle. On a Marcel Launay. Alors Marcel Launay, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup servi pour mon mémoire. C'est les recherches sur les armées hellénistiques, c'est 2 énormes pavés de 1000 pages. Mais ils sont très utiles parce qu'ils vont donner beaucoup de références, des références, pas bibliographiques, pardon, mais des références vers les auteurs anciens, donc ça m'évite, moi, de chercher directement dans les textes de Polybe et de Pausanias. Enfin, c'est surtout une mine d'informations, Marcel Launay. Bon, par contre, il faut dire que le livre est un peu dépassé actuellement. Il y a
des réflexions, notamment sur l'ethnicité, qui sont totalement dépassées, et là, mon mémoire s'inscrit dans cette continuité-là. Et enfin, on a l'ouvrage d'Yvon Garland, La guerre dans l'Antiquité. Bon, Yvon Garland, c'est le spécialiste de la guerre. Dans l'Antiquité, il va pas que traiter de la période hellénistique, mais à peu près toutes les guerres en général, quoi. Bon, bah voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci de votre attention, et surtout, est-ce qu'il y a des questions ?